Il a dit à sa femme, « Elle est démente, elle ne comprend plus rien. Il est temps de mettre le plan en action. » Comme si je n'existais pas. Je suis restée silencieuse. Mais j'ai commencé à tout noter. Date, nom, phrase, réunion, coup de fil passé en pensant que je dormais. Ils ont cru que je ne m'en rendais pas compte. Mais chaque détail a été enregistré. J'ai attendu, parce que je savais que, lorsque la vérité éclaterait, personne ne serait prêt, et j'ai attendu le bon moment pour... Bonjour à tous. Je m'appelle Pauline Girard, et cette histoire que vous allez entendre est la mienne. Une histoire vraie. Une histoire de trahison, de manipulation, mais aussi de courage. Avant de commencer, je vous demande gentiment de vous abonner à la chaîne, de laisser un like sur cette vidéo et de commenter d'où vous nous écoutez. Cela m'aide énormément. Merci du fond du cœur. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé. J'ai 68 ans. Je vis à Lyon, dans un appartement lumineux du quartier de la Croix-Rousse, un appartement que j'ai acheté il y a 40 ans avec mon mari, René, aujourd'hui décédé. René était architecte. Moi, j'étais professeur de français dans un lycée du centre-ville. Nous avons eu 2 enfants, Sébastien, mon fils aîné, et Claire, ma fille cadette. Claire vit à Marseille avec sa famille. Sébastien, lui, habite à 2 rues de chez moi, avec sa femme, Véronique. Tout a commencé un soir de novembre 2022. Il pleuvait. Je me souviens du bruit de la pluie contre les vitres, du vent qui faisait trembler les volets. J'étais assise dans le salon, un plaid sur les genoux, une tisane à la main. Sébastien et Véronique étaient venus dîner. Rien d'inhabituel. Nous avions mangé un gratin dauphinois, bu un peu de vin rouge. La conversation avait été légère, banale. Mais après le dessert, alors que je débarrassais la table, j'ai entendu Véronique dire à Sébastien, dans la cuisine, à voix basse. Elle oublie de plus en plus de choses. Hier, elle m'a posé 3 fois la même question. « Je sais », a répondu Sébastien. Elle ne se rend même plus compte. Ça empire. Je me suis figée. J'étais juste derrière la porte, une assiette à la main. Mon cœur battait fort. Il parlait de moi, comme si je n'étais pas là, comme si j'étais déjà partie, effacée, réduite à une vieille femme confuse dont il fallait s'occuper. « Il faut qu'on parle sérieusement », a continué Véronique. « L'appartement vaut combien déjà ? 800 000 €? Plus ou moins, a dit Sébastien. Mais elle ne veut rien entendre, elle refuse d'en discuter. Alors il faut agir autrement. J'ai posé l'assiette sur le comptoir, doucement, pour ne pas faire de bruit. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Agir autrement. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ce soir-là, après leur départ, je n'ai pas dormi. J'ai réfléchi. J'ai relu mentalement chaque conversation des dernières semaines. Les questions insistantes de Sébastien sur mes finances. Les suggestions de Véronique de simplifier ma vie, de vendre l'appartement pour quelque chose de plus petit, plus pratique. Les regards échangés quand je cherchais mes clés, quand j'oubliais un rendez-vous. Et j'ai compris. Il ne m'aidait pas. Il me préparait. Il construisait une image, celle d'une femme incapable, fragile, démente. Une femme qu'on pouvait mettre sous tutelle, une femme dont on pouvait prendre les biens. Le lendemain matin, je suis allée acheter un cahier bleu dans une papeterie de la rue de la République. Un cahier à spirale avec une couverture rigide. Je l'ai caché sous mon matelas et j'ai commencé à écrire. Tout, les dates, les heures, les phrases exactes, les noms, les lieux. 12 novembre 2022, 20h15. Sébastien et Véronique discutent dans la cuisine. Véronique dit « Elle oublie de plus en plus ». Sébastien répond « Il faut agir autrement ». C'était le début de mon enquête, le début de ma résistance silencieuse. Parce que j'avais compris une chose, si je voulais survivre à ce qui se préparait, je devais jouer leur jeu. Je devais devenir ce qu'ils voulaient que je sois. Une vieille femme confuse, perdue, vulnérable. Mais en secret, je resterai moi, lucide, attentive, impitoyable. Les jours suivants, j'ai observé. Sébastien venait plus souvent, toujours avec des questions. « Maman, tu as pensé à payer tes impôts ? Maman, tu as vu ton médecin ? Maman,
Tu te souviens où tu as mis le dossier de la maison de campagne ?» Je répondais vaguement. Je faisais semblant d'hésiter. Je voyais la satisfaction dans ses yeux. Il notait. Il enregistrait mes erreurs. Un après-midi, Véronique est venue seule. Elle a fouillé discrètement dans mes tiroirs pendant que je faisais du thé. Elle cherchait des papiers, des contrats, des relevés bancaires. Je l'ai laissé faire. J'ai même oublié de fermer à clé le bureau. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Elle a pris des photos avec son téléphone. Le soir même, j'ai écrit dans mon cahier. 18 novembre 2022, 15h30. Véronique fouille dans mes tiroirs. Prend en photo mon relevé bancaire. Compte principal, 340 000 €. Livret A, 120 000 €. Je savais maintenant ce qu'il voulait. Tout. Les semaines ont passé. Décembre est arrivé, froid et gris. Lyon était couverte de brume. Je continuais ma vie normale. Ou plutôt, je faisais semblant. J'allais au marché, je lisais, je recevais quelques amis pour le thé. Mais chaque geste, chaque mot était calculé. Je jouais un rôle, celui d'une femme qui perd pied. Un matin, Sébastien est arrivé sans prévenir. Il avait une clé de l'appartement, un double que je lui avais donné des années plus tôt, quand René était encore en vie. Il est entré alors que je prenais mon petit déjeuner. « Maman, tu vas bien ?» a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. « Oui, mon chéri. Pourquoi tu me demandes ça ?»« Parce que, enfin, tu sais, on s'inquiète, Véronique et moi. Tu as l'air fatigué. »« Je vais très bien, Sébastien. » Il a hoché la tête, mais je voyais qu'il ne me croyait pas. Il cherchait des signes, des preuves. « Au fait, maman, tu te souviens de notre conversation de la semaine dernière ?» Je l'ai regardé, l'air vague. « Quelle conversation, mon chéri ?» Son visage s'est illuminé. Un éclair de satisfaction. Il pensait tenir quelque chose. On avait parlé de la maison de campagne. À Annecy. Tu te souviens ? Je me souvenais parfaitement. Mais j'ai secoué la tête. La maison à Annecy ? Oui, enfin, je crois. Maman, on en a parlé il y a 3 jours. Tu m'as dit que tu voulais peut-être la vendre. Mensonge. Je n'avais jamais dit ça. Mais je l'ai laissé continuer. Ah bon ? J'ai dit ça ? Oui. Et je pense que c'est une bonne idée. Cette maison te coûte cher en entretien. Tu n'y vas presque jamais. On pourrait la vendre, placer l'argent, et comme ça tu serais tranquille. Peut-être, oui, peut-être que tu as raison. Il a souri. Un sourire faux, calculé. Il pensait m'avoir convaincu. Très bien, maman. Je vais m'en occuper. Je vais appeler un agent immobilier. D'accord, mon chéri. Il est parti peu après. Dès que la porte s'est refermée, j'ai couru dans ma chambre. J'ai sorti le cahier bleu de sous mon matelas. J'ai écrit 5 décembre 2022, 9h. Sébastien invente une conversation sur la maison d'Annecy. Prétend que je veux la vendre. Mensonge total. Il commence à manipuler les faits. Cette maison à Annecy, c'était un bien que René et moi avions acheté dans les années 1990. Une petite maison au bord du lac, avec un jardin, des rosiers, une vue magnifique sur les montagnes. Nous y passions tous nos étés. Les enfants y ont grandi. Claire adorait cette maison. Sébastien aussi autrefois. Mais maintenant, il voulait la vendre. Pour l'argent. J'ai décidé de ne rien faire. Pas encore. Je devais attendre. Observer. Collecter les preuves. Quelques jours plus tard, Véronique est revenue. Cette fois, elle était accompagnée d'une femme que je ne connaissais pas. Une femme d'une 50aine d'années, habillée sobrement, avec un air professionnel. « Pauline, je te présente Madame Leclerc. Elle est assistante sociale. Je lui ai parlé de toi et elle voulait te rencontrer. Mon sang s'est glacé. Une assistante sociale. Ils accéléraient. « Bonjour, Madame Girard, » a dit la femme en me tendant la main. « Je suis là simplement pour discuter avec vous, voir si vous avez besoin d'aide dans votre quotidien. » J'ai souri poliment. « C'est gentil, mais je vais très bien. » « Votre belle-fille me dit que vous avez parfois des oublis. » « Des oublis ? Ah, peut-être. À mon âge, c'est normal, non ? Bien sûr. Mais il est important de ne pas laisser ces choses s'aggraver. Vous vivez seul, c'est ça ? Oui. Depuis que mon mari est décédé.
Et vous arrivez à gérer votre quotidien? Les courses, la cuisine, les médicaments? Oui, bien sûr. Enfin, parfois c'est un peu compliqué. Je jouais la confusion, juste assez pour qu'elle note. Mais pas trop, pour ne pas paraître incapable. Madame Leclerc est restée 1 heure. Elle a posé des questions, observé l'appartement, pris des notes. Véronique était là, à côté, surveillant chaque mot. Quand elles sont parties, j'ai immédiatement écrit dans mon cahier « 10 décembre 2022, 14 heures. Véronique amène une assistante sociale, Madame Leclerc. But, évaluer ma capacité. Ils préparent un dossier. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus agir seule. J'avais besoin d'aide, d'une aide professionnelle, discrète, efficace. Le lendemain matin, j'ai pris le tramway jusqu'au centre-ville. J'ai marché dans les rues étroites du Vieux-Lyon, entre les façades Renaissance et les boutiques de soie. J'ai trouvé ce que je cherchais, un cabinet d'avocat, au 3e étage d'un immeuble ancien, rue Saint-Jean. Maître Sophie Renaud. Avocate spécialisée en droit des personnes vulnérables et en droit de la famille. Je suis entrée sans rendez-vous. La secrétaire m'a dit de patienter. 21 minutes plus tard, une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux courts et aux lunettes fines, m'a reçue dans son bureau. « Madame Girard, que puis-je faire pour vous ?» Je lui ai tout raconté. Les conversations, les manipulations, la maison d'Annecy, l'assistante sociale. Elle m'a écoutée sans m'interrompre en prenant des notes. « Madame Girard, ce que vous décrivez est malheureusement courant. C'est ce qu'on appelle de l'abus de faiblesse, voire de la captation d'héritage. Mais pour prouver tout ça, il faut des éléments concrets. J'ai ça, ai-je dit en sortant le cahier bleu de mon sac. Elle l'a feuilleté. Ses yeux se sont élargis. C'est excellent. Continuez, notez tout. Et surtout, ne changez rien à votre comportement. Laissez-les croire qu'ils ont le contrôle. Il me faut aussi un investigateur. Elle a souri. Je connais quelqu'un. Maître Renaud m'a donné le nom d'un enquêteur privé. Monsieur Jean-Marc Perrin. Un homme discret, expérimenté, spécialisé dans les affaires familiales. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de la gare de Perrache, un endroit anonyme où personne ne me reconnaîtrait. Jean-Marc Perrin avait la 60aine, des cheveux gris, un regard perçant. Il m'a écouté attentivement, puis il a dit « Madame Girard, je vais surveiller votre fils et votre belle-fille. Je vais documenter tous leurs mouvements, leurs rencontres, leurs démarches, tout ce qui pourra servir devant un tribunal. Combien de temps ça va prendre ? Quelques semaines, peut-être un mois, ça dépend de ce qu'ils font. Et ça coûte combien ? 3 000 €, plus les frais. J'ai accepté sans hésiter. J'avais les moyens. Et surtout, j'avais la détermination. Les semaines suivantes ont été étranges. Je vivais une double vie. Le jour, j'étais Pauline la confuse, la vieille dame fragile. Le soir, j'étais Pauline la stratège, celle qui préparait sa contre-attaque. Sébastien continuait ses visites régulières. Il posait des questions sur mes comptes, mes assurances, mes placements. Je répondais vaguement. Parfois, je faisais exprès d'oublier des choses. Des petites choses. Le nom d'une rue, la date d'un anniversaire. Je voyais son regard s'allumer. Il notait tout. Un jour, il m'a dit « Maman, j'ai parlé avec un notaire, pour la maison d'Annecy. Il dit qu'on peut la vendre rapidement. Il y a des acheteurs intéressés. » « Ah bon, déjà ? Oui, tu es d'accord, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, Sébastien. C'est la maison de ton père. Justement, maman. Papa est mort. Cette maison te fait du mal. Trop de souvenirs. Il faut tourner la page. Je l'ai regardé, mon propre fils, en train de me manipuler, en train de me voler. D'accord, mon chéri. Si tu penses que c'est mieux... Il a souri, un sourire victorieux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jean-Marc Perrin était dehors, dans une voiture, en train de tout photographier. Sébastien sortant de chez moi avec des documents. Sébastien rencontrant un agent immobilier. Sébastien signant des papiers dans une étude notariale. Je fais juste une petite pause pour vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Cela m'aide vraiment beaucoup. Merci. Maintenant, continuons. Janvier 2023. Le froid s'était installé sur Lyon.
Les rues étaient couvertes de givre le matin. Je continuais ma vie de façade, mais les choses s'accéléraient. Un après-midi, Véronique est venue avec une pile de documents. « Pauline, j'ai préparé des papiers pour toi. C'est pour simplifier la gestion de tes biens. Il suffit que tu signes ici et là. » Qu'est-ce que c'est? Une procuration. Comme ça, si tu as un problème, Sébastien pourra gérer tes comptes, tes papiers. C'est juste pour te protéger. Une procuration. Évidemment. C'était ça, le plan. Me faire signer une procuration pour prendre le contrôle total de mes finances. Je ne sais pas, Véronique, ça me paraît compliqué. Non, c'est très simple. Regarde, il suffit de signer. Ton notaire a déjà vérifié. Tout est en ordre. Mensonge. Je n'avais vu aucun notaire. Bon, si tu dis que c'est nécessaire, j'ai pris le stylo. J'ai fait semblant de lire. Puis j'ai dit « Attends, je vais chercher mes lunettes. Je ne vois rien. » Je suis allée dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. À l'intérieur, il y avait un petit appareil photo. Un appareil que Jean-Marc Perrin m'avait fourni. J'ai photographié chaque page des documents. Puis je suis revenue. « Je suis désolée, Véronique. Je suis fatiguée aujourd'hui. On peut faire ça demain ?» Elle a hésité. Puis elle a souri. « Bien sûr, Pauline. Pas de problème. On le fera demain. » Elle est partie. J'ai immédiatement envoyé les photos à Maître Renaud. Elle m'a rappelé dans l'heure. « Madame Girard, ces documents sont frauduleux. Ils n'ont jamais été validés par un notaire. Votre fils et votre belle-fille tentent de vous faire signer une procuration illégale. Qu'est-ce que je fais? Vous ne signez rien. Et vous continuez de noter. On approche du moment où on pourra agir. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon cahier, 15 janvier 2023, 16h01. Véronique tente de me faire signer une procuration frauduleuse. Document photographié et transmis à Maître Renaud. Preuve de tentative d'escroquerie. Le lendemain, Véronique est revenue, comme prévu. Mais cette fois, j'ai joué l'oubli total. « Véronique, qu'est-ce que tu fais là ?»« Pauline, on devait signer les papiers, tu te souviens ?»« Quels papiers ?»« Les papiers d'hier. La procuration. Une procuration. Je ne me souviens pas. » Son visage s'est crispé. Elle a insisté pendant 20 minutes. Mais je suis restée dans mon rôle, confuse, perdue. Finalement, elle est partie, furieuse. Ce soir-là, Sébastien m'a appelée. Il était en colère. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Véronique dit que tu refuses de signer. »« Je ne refuse rien, mon chéri. Je ne comprends pas de quoi elle parle. »« Maman, c'est important. Il faut que tu signes ces papiers. »« Pourquoi? Parce que c'est pour ton bien, pour ta sécurité. »« Je ne sais pas, Sébastien. J'ai peur de faire une bêtise. »« Tu ne feras pas de bêtise. Fais-moi confiance. »« Confiance. » Ce mot m'a brisé le cœur. Mon propre fils me demandait de lui faire confiance. Alors qu'il me trahissait. Février 2023. L'hiver était rude. Lyon était sous la neige. Les rues étaient glissantes, les arbres dénudés. Je restais chez moi, la plupart du temps. Mais mon esprit travaillait sans cesse. Je continuais de collecter les preuves. Chaque jour apportait son lot de découvertes. Jean-Marc Perrin m'a appelé un matin. « Madame Girard, j'ai du nouveau. Votre fils a rencontré un agent immobilier spécialisé dans les biens de prestige. Ils ont discuté de la vente de votre appartement. L'agent a fait une estimation, 900 000 €. 900 000? Mais l'appartement n'est pas à vendre. Je sais, mais votre fils prépare le terrain. Il veut tout vendre, l'appartement, la maison d'Annecy et aussi votre voiture. Ma voiture? Oui, une Peugeot 308, modèle 2018. Il a déjà contacté un concessionnaire. Je suis restée silencieuse. Il voulait tout. Absolument tout. Continuez de surveiller, ai-je dit. Je veux tout savoir. Les jours suivants, j'ai reçu la visite de Sébastien. Il était accompagné d'un homme en costume, la cinquantaine, l'air sérieux. « Maman, je te présente Maître Dubois. Il est notaire. » Mon cœur a bondi. Un notaire. Un vrai, cette fois. « Bonjour, Madame Girard, » a dit l'homme en me serrant la main. « Votre fils m'a contacté pour discuter de votre patrimoine. Il m'a expliqué que vous souhaitiez simplifier vos affaires. »« Ah bon ?
J'ai dit ça? Sébastien est intervenu rapidement. Oui, maman. On en a parlé plusieurs fois. Tu veux vendre la maison d'Annecy, te séparer de la voiture, et peut-être aussi vendre l'appartement pour quelque chose de plus petit. Je ne me souviens pas très bien. Maître Dubois a souri d'un air compréhensif. C'est normal, madame. À votre âge, c'est parfois difficile de suivre tous ces détails. C'est pour ça que votre fils est là, pour vous aider. Oui, c'est gentil de sa part. Le notaire a sorti des documents. J'ai préparé quelques papiers, rien de définitif. Juste une autorisation pour que votre fils puisse gérer certaines démarches administratives. Cela vous facilitera la vie. Une autorisation. Encore une tentative de prise de contrôle. Je ne sais pas, j'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, madame, prenez votre temps. Ils sont partis peu après. Dès qu'ils ont franchi la porte, j'ai appelé maître Renaud. Ils ont amené un notaire. Un vrai, maître Dubois. Il veut me faire signer des papiers. Ne signez rien, je vais vérifier qui est ce notaire, et surtout, enregistrer tout. Enregistrer. Oui. C'était le moment. Jean-Marc Perrin m'avait fourni un petit dictaphone, un appareil discret que je pouvais cacher dans ma poche. À partir de ce jour, j'ai enregistré toutes les conversations avec Sébastien et Véronique. Quelques jours plus tard, Véronique est revenue, seule. Elle était nerveuse. « Pauline, il faut qu'on parle sérieusement. » « De quoi, Véronique ? De toi, de ta situation. Tu ne peux plus vivre seule. C'est dangereux, tu oublies des choses, tu te perds, tu ne manges pas correctement. » « Mais je vais bien. » « Non, Pauline, tu ne vas pas bien. Sébastien et moi, on s'inquiète. On pense qu'il serait mieux pour toi d'aller dans une maison de retraite, un endroit où on s'occuperait de toi, où tu serais en sécurité. Une maison de retraite. Voilà, le plan final. Me mettre dans une maison de retraite, vendre tous mes biens et empocher l'argent. Une maison de retraite? Mais je ne veux pas. Je sais que c'est difficile à accepter, mais c'est pour ton bien. On a déjà visité plusieurs établissements. Il y en a un très bien à Villeurbanne, avec un jardin, des activités, des soignants compétents. Je ne veux pas partir de chez moi. Pauline, tu n'as pas le choix. Tu ne peux plus rester ici. C'est décidé. Décidé. Par qui? Par eux, pas par moi. On verra, Véronique. Elle est partie, visiblement frustrée. Ce soir-là, j'ai écouté l'enregistrement. Sa voix était claire, froide, déterminée. J'ai tout transcrit dans mon cahier. 20 février 2023, 15h30. Véronique parle de maison de retraite, dit que c'est décidé. Veut me déplacer contre ma volonté. Enregistrement disponible. Le lendemain, Jean-Marc Perrin m'a envoyé un rapport. Sébastien avait ouvert un compte bancaire à son nom avec l'intention d'y transférer mes fonds. Il avait aussi contacté plusieurs acheteurs potentiels pour la maison d'Annecy. Certains avaient même visité la propriété sans que je sois au courant. J'ai appelé maître Renaud. « Maître, il faut agir, maintenant. » « Vous avez raison, madame Girard. On a assez de preuves. Je vais déposer une plainte et on va demander une ordonnance de protection pour vos biens. Combien de temps ça va prendre? Quelques semaines, peut-être un mois, mais d'ici là, il faut que vous continuiez à jouer votre rôle. Ne laissez rien transparaître. J'ai accepté. Mais c'était de plus en plus difficile. Chaque fois que je voyais Sébastien, je devais me retenir de hurler, de pleurer, de lui demander pourquoi. Pourquoi il me faisait ça? Pourquoi il trahissait tout ce que nous avions construit ensemble? Mars 2023. Le printemps arrivait doucement. Les arbres de Lyon commençaient à bourgeonner. Les terrasses des cafés se remplissaient à nouveau. Mais moi, je vivais dans une tension constante. Chaque jour était une épreuve. Chaque conversation avec Sébastien et Véronique était un exercice de maîtrise de soi. Un matin, Sébastien est venu avec des papiers. Encore. « Maman, j'ai quelque chose à te montrer. C'est l'offre d'achat pour la maison d'Annecy. 750 000 €. C'est une excellente offre. » 750 000, c'est beaucoup? Oui, maman, c'est très bien. Il faut que tu signes ici pour accepter. J'ai pris le papier, je l'ai regardé longuement. Puis j'ai dit, « Sébastien, est-ce que Claire est au courant ?» Il s'est figé. « Claire ? Oui, ta sœur. Est-ce qu'elle sait que tu vends la maison ?
Non, pas encore. Mais je vais lui en parler. Tu devrais, c'est sa maison aussi. Bien sûr, maman, je vais l'appeler. Mais je savais qu'il ne le ferait pas. Il voulait tout garder pour lui. Ce soir-là, j'ai appelé Claire, ma fille, celle qui vivait à Marseille avec son mari et ses 2 enfants. Je ne lui avais rien dit jusque-là. Je ne voulais pas l'inquiéter. Mais maintenant, c'était nécessaire. « Maman, tout va bien ?»« Claire, il faut que je te parle, c'est important. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Ton frère, il essaie de vendre la maison d'Annecy, sans me demander vraiment mon avis, et sans te prévenir. » Silence. « Quoi ? Mais il n'a pas le droit. » « Je sais, mais il fait comme si j'étais incapable de décider, comme si j'avais perdu la tête. »« Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Tu vas très bien. »« Je sais, ma chérie, mais Sébastien et Véronique veulent me faire passer pour une vieille folle. Ils veulent prendre mes biens. Tout. L'appartement, la maison, la voiture. Tout. »« Maman, c'est sérieux ? » ?»« Très sérieux, mais ne t'inquiète pas. Je suis en train de tout documenter. J'ai un avocat, un enquêteur. Je vais me défendre. »« Maman, je viens à Lyon, tout de suite. »« Non, Claire, pas encore. Attends. Si Sébastien te voit ici, il va se méfier. Il faut attendre le bon moment. » Elle a accepté, à contre-cœur. Mais elle m'a fait promettre de l'appeler tous les jours. Les semaines suivantes, la pression s'est intensifiée. Sébastien venait presque tous les jours. Il insistait pour que je signe les papiers. Véronique parlait de plus en plus de la maison de retraite. Ils avaient même fixé une date, le 15 avril. Dans 3 semaines, ils voulaient me déménager. Un soir, j'ai entendu une conversation au téléphone. Sébastien parlait à quelqu'un. Il était dans la cuisine, il pensait que je dormais. Mais j'étais là, dans le couloir, le dictaphone allumé. Oui, tout est en place. L'appartement sera vidé d'ici fin avril. On aura l'argent début mai. Non, elle ne se rend compte de rien. Elle signe tout ce qu'on lui demande. Oui, la maison de retraite est réservée. Coût, 2 000 € par mois. Mais on s'en fout. On touchera 900 000 pour l'appartement, 750 pour Annecy et au moins 100 000 pour les placements. Ça fait presque 2 millions. 2 millions, tu te rends compte ? Non, Claire ne sait rien. Et elle ne saura rien. On lui dira après. J'ai eu envie de vomir. 2 millions. Mon fils parlait de moi comme d'un objet, comme d'une vache à lait qu'on vide avant de s'en débarrasser. Le lendemain, j'ai rencontré Maître Renaud. Je lui ai donné l'enregistrement. Madame Girard, c'est parfait. Avec ça, on les tient. Je vais déposer la plainte demain. Abus de faiblesse, tentative d'escroquerie, captation d'héritage. Votre fils et votre belle-fille vont être convoqués devant le tribunal. Et mes biens, ils peuvent encore les vendre ? Non. Je vais demander une ordonnance de protection. Tous vos biens seront gelés. Personne ne pourra rien vendre, rien transférer, sans autorisation judiciaire. Quand est-ce que ça va se passer ? Dans 2 semaines, le 10 avril. Il y aura une audience préliminaire. Vous devrez témoigner. Je serai là. J'ai quitté le cabinet d'avocat avec un sentiment étrange. Un mélange de peur et de soulagement. Peur de ce qui allait se passer. Soulagement de savoir que la fin approchait. Le 5 avril, Sébastien m'a annoncé qu'il avait trouvé un acquéreur pour ma voiture. « Maman, quelqu'un veut acheter ta Peugeot. 15 000 €, c'est une bonne affaire. »« Mais j'aime ma voiture. »« Maman, tu ne conduis plus. Ça ne sert à rien de la garder. »« Je conduis encore un peu. »« Non, maman, tu ne conduis plus depuis 6 mois. » Mensonge. Je conduisais toujours. Mais il voulait vendre. Tout vendre. « Bon, si tu penses que c'est mieux... » Il a souri. « Oui, maman, c'est mieux. » Mais cette voiture, il ne la vendrait jamais, parce que dans 5 jours, tout allait exploser, le 10 avril 2023, le jour du jugement. Enfin, j'ai mis ma plus belle robe, un tailleur bleu marine que René m'avait offert il y a des années. J'ai pris mon sac à main, avec à l'intérieur le cahier bleu, les enregistrements, les photos, les rapports de Jean-Marc Perrin. Tout. Maître Renaud est venu me chercher chez moi. Elle m'a accompagnée au tribunal. C'était un grand bâtiment gris, imposant, au centre de Lyon. Nous avons gravi les marches. Mon cœur battait fort. J'avais attendu ce moment pendant des mois.
Et maintenant, il était là. Sébastien et Véronique étaient déjà dans la salle d'audience. Ils ne s'attendaient à rien. Ils pensaient être là pour une simple formalité, une procédure de mise sous tutelle. Quand ils m'ont vu entrer avec maître Renaud, leurs visages ont changé. Sébastien a froncé les sourcils. Véronique a pâli. « Maman, qu'est-ce que tu fais avec un avocat ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis assise en face d'eux. Maître Renaud à mes côtés. Le juge est entré. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs, à l'air sévère. Il a ouvert le dossier. Il a lu en silence pendant quelques minutes. Puis, il a levé les yeux. « Madame Pauline Girard, vous êtes ici aujourd'hui suite à une demande de mise sous tutelle déposée par votre fils, Monsieur Sébastien Girard. Est-ce exact ? » « Oui, monsieur le juge. Monsieur Girard, vous affirmez que votre mère n'est plus en capacité de gérer ses affaires. Pouvez-vous expliquer pourquoi ? » Sébastien s'est levé. Il a toussé. Il avait l'air nerveux. « Monsieur le juge, ma mère souffre de perte de mémoire importante. Elle oublie des choses. Elle se perd. Elle ne peut plus gérer son quotidien. J'ai des témoignages, des vidéos, des vidéos ?» l'a coupé le juge. « Vous avez filmé votre mère sans son consentement ? » Oui, mais c'était pour documenter son état. » Le juge a froncé les sourcils. « Nous verrons cela. Madame Girard, avez-vous quelque chose à déclarer ? » Je me suis levée. J'ai pris une grande inspiration. « Oui, monsieur le juge, j'ai beaucoup à déclarer. » Maître Renaud s'est levé à son tour. « Monsieur le juge, ma cliente, Madame Pauline Girard, est parfaitement lucide et capable. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer une tentative d'abus de faiblesse, de captation d'héritage et d'escroquerie de la part de son fils et de sa belle-fille. » Un murmure a parcouru la salle. Sébastien s'est levé brusquement. « Quoi ? C'est ridicule. Je n'ai rien fait de tel. »« Asseyez-vous, monsieur Girard, » a ordonné le juge. Maître Renaud a continué. « Nous avons des preuves, des enregistrements, des documents, des témoignages. Monsieur Girard a tenté de vendre les biens de sa mère sans son consentement réel. Il a falsifié des conversations, manipulé des faits et tenté de la faire passer pour incapable afin de prendre le contrôle de son patrimoine, estimé à près de 2 millions d'euros. » Le juge a regardé Sébastien, puis moi. « Madame Girard, avez-vous des preuves de ce que vous avancez ? » « Oui, monsieur le juge. J'ai sorti le cahier bleu. Je l'ai posé sur la table. Puis les enregistrements, les photos, les rapports. Tout est là. Chaque date, chaque conversation, chaque mensonge. » Le juge a pris le cahier. Il l'a feuilleté. Il a écouté un enregistrement. Celui où Sébastien disait « Elle est démente. Elle ne comprend plus rien. Il est temps de mettre le plan en action. » Le silence était total. Sébastien était livide. Véronique pleurait. Le juge a refermé le dossier. « Monsieur Girard, j'ai rarement vu une manipulation aussi cynique. Vous avez tenté de dépouiller votre propre mère. Vous avez utilisé des mensonges, des faux documents et des pressions psychologiques. C'est inacceptable. Monsieur le juge, Silence. La demande de mise sous tutelle est rejetée. Madame Girard est reconnue pleinement capable. De plus, j'ordonne une enquête pénale pour abus de faiblesse et tentative d'escroquerie. Tous les biens de Madame Girard sont gelés et placés sous protection judiciaire. Monsieur Girard, vous n'aurez plus aucun accès aux comptes, aux propriétés, ni à quoi que ce soit appartenant à votre mère. » Sébastien s'est effondré sur sa chaise. Véronique sanglotait. Le juge s'est tourné vers moi. « Madame Girard, vous êtes une femme courageuse. Peu de personnes auraient eu la force de faire ce que vous avez fait. Merci, monsieur le juge. Nous sommes sortis du tribunal. » Le soleil brillait. Lyon était magnifique. J'ai respiré profondément. C'était fini. Enfin. Les jours suivants ont été étranges. Après des mois de tension, de mensonges, de peur, je me retrouvais enfin en paix. Mais c'était une paix amère. Parce que, malgré la victoire juridique, j'avais perdu mon fils. Sébastien ne m'a pas contacté après le procès. Pas un mot, pas un message, rien. Véronique non plus. Ils avaient disparu de ma vie aussi brutalement qu'ils y avaient semé le chaos.
Claire est venue me voir. Elle est arrivée de Marseille le lendemain du jugement. Elle m'a serré dans ses bras pendant de longues minutes. Elle pleurait. « Maman, je suis tellement désolée. Si j'avais su… » « Tu ne pouvais pas savoir, ma chérie. Personne ne pouvait. »« Comment tu as fait? Comment tu as trouvé la force ?» Je n'avais pas le choix. C'était ça ou les laisser m'enterrer vivante. Claire est restée avec moi pendant 1 semaine. Elle m'a aidée à remettre de l'ordre dans mes affaires. Les comptes bancaires ont été dégelés. Les propriétés sécurisées. Maître Renaud a rédigé un nouveau testament, cette fois en présence de témoins, devant notaire, avec toutes les garanties légales. « Maman, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» m'a demandé Claire un soir, alors que nous buvions du thé dans le salon. « Je vais vivre, » ai-je répondu simplement. « Et Sébastien ?» Sébastien a fait son choix. Je ne peux pas l'obliger à revenir, je ne peux pas effacer ce qu'il a fait. Tu vas le pardonner ? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je ne sais pas, peut-être un jour, mais pas maintenant. Maintenant, j'ai besoin de me reconstruire. Claire a hoché la tête. Elle comprenait. Le mois de mai est arrivé. Lyon était en fleurs. Les quais du Rhône étaient remplis de promeneurs. Je suis retournée à mes habitudes. Le marché le matin, le café au bord de l'eau l'après-midi, la lecture le soir. Mais cette fois, sans peur, sans regard par-dessus mon épaule. Un jour, j'ai reçu un appel de Maître Renaud. « Madame Girard, j'ai une nouvelle. L'enquête pénale avance. Le procureur a décidé de poursuivre votre fils et votre belle-fille. Ils risquent une peine de prison et une amende importante. » « Une peine de prison ? Oui. L'abus de faiblesse et la tentative d'escroquerie sont des délits graves. Ils peuvent être condamnés à plusieurs années. J'ai eu un pincement au cœur. Malgré tout, c'était mon fils, mon enfant. Est-ce que je peux retirer ma plainte ? Techniquement, oui, mais je ne vous le conseille pas. Si vous retirez votre plainte, ils recommenceront. Peut-être pas tout de suite, mais un jour. Et la prochaine fois, vous n'aurez peut-être pas la force de vous défendre. Elle avait raison, je le savais. Alors laissons la justice suivre son cours, ai-je dit. Le procès pénal a eu lieu en septembre 2023. J'ai dû témoigner à nouveau, raconter toute l'histoire devant un tribunal rempli de gens. Des journalistes étaient représents. L'affaire avait fait du bruit. Une mère de 68 ans déjoue le plan de son fils pour la dépouiller. Les titres des journaux étaient sensationnalistes, mais ils disèrent la vérité. Sébastien et Véronique ont été condamnés. 2 ans de prison avec sursis, une amende de 50 000 € et surtout l'interdiction de me contacter pendant 5 ans. Quand le verdict est tombé, j'ai regardé Sébastien. Il avait la tête baissée. Il ne pleurait pas. Il ne disait rien. Il était juste vide. Je suis sortie du tribunal avec Claire. Nous avons marché en silence jusqu'à la voiture. « Maman, tu vas bien ?»« Oui, ma chérie, ça va. » Mais je mentais. Parce qu'au fond de moi, j'étais brisée. J'avais gagné juridiquement, mais j'avais perdu humainement. Mon fils ne faisait plus partie de ma vie. Et ça, aucun juge, aucun avocat, aucune loi ne pouvait le réparer. Les mois ont passé. L'automne, l'hiver, un nouveau printemps. La vie continuait. Claire venait me voir régulièrement. Mes petits-enfants aussi. Nous faisions des balades, des pique-niques, des jeux. Ils me redonnaient goût à la vie. Un jour, en février 2024, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un mot écrit à la main. « Maman, je suis désolée. Sébastien. » C'était tout. 4 mots. Pas d'explication. Pas de justification. Juste des excuses. J'ai plié la lettre. Je l'ai rangée dans un tiroir. Je ne savais pas si j'allais y répondre. Je ne savais pas si je pouvais pardonner. Mais je savais une chose. J'avais survécu. J'avais combattu. Et j'avais gagné. Mars 2024. Presque 1 an après le jugement. La vie avait repris son cours, mais différemment. J'avais appris à vivre sans Sébastien, sans nouvelles de lui, sans espoir de réconciliation, du moins pour le moment. Un matin, Maître Renaud m'a appelé. « Madame Girard, j'ai terminé toutes les démarches concernant votre testament. Tout est en ordre. Vos biens seront légués à votre fille Claire,
comme vous l'avez souhaité. Merci, maître. Il y a autre chose. J'ai appris que votre fils a déménagé. Il a quitté Lyon. Il vit maintenant à Grenoble, avec Véronique. Ils ont des difficultés financières. L'amende, les frais d'avocat, la perte de réputation, tout ça les a ruinés. Je n'ai rien dit. Une partie de moi ressentait de la pitié. Une autre partie restait fermée. Madame Girard, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Est-ce que vous pensez un jour pardonner à votre fils? J'ai réfléchi. Je ne sais pas, maître. Le pardon, c'est quelque chose de compliqué. Pardonner ne veut pas dire oublier, ni accepter. Ça veut dire lâcher prise, ne plus porter la colère. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais pas maintenant. Je comprends, nous avons raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. Lyon était magnifique ce jour-là. Le ciel était bleu, les arbres verts, les gens souriaient dans les rues. Quelques semaines plus tard, Claire m'a proposé de venir passer quelques jours à Marseille. « Maman, les enfants veulent te voir. Et puis, ça te fera du bien de changer d'air. » J'ai accepté. J'ai pris le train. 3 heures de voyage à travers la campagne française. Les champs de lavande, les collines, la Méditerranée au loin. À Marseille, j'ai retrouvé mes petits-enfants. Lucas, 10 ans, et Emma, 7 ans. Ils m'ont sauté dans les bras. Nous avons passé des journées merveilleuses. Plage, glace, balade dans le Vieux-Port. J'ai ri. Vraiment ri. Pour la première fois depuis longtemps. Un soir, alors que les enfants dormaient, Claire et moi sommes restés sur la terrasse, un verre de rosé à la main. « Maman, tu es heureuse ?»« Oui, ma chérie, je suis heureuse. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout, ou peut-être à cause de tout, parce que j'ai appris quelque chose d'important. Je suis plus forte que je ne le pensais, et je ne suis pas seule. Je t'ai, toi, j'ai tes enfants, j'ai des amis, une vie. » Claire a souri. « Tu sais, maman, tu es mon modèle. » « Ton modèle? Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas laissé faire. Tu aurais pu abandonner, signer les papiers, te laisser enfermer dans une maison de retraite. Mais tu t'es battue. Tu as prouvé que l'âge n'est pas une faiblesse. L'âge n'est jamais une faiblesse, ma chérie. C'est une force. On a vécu, on a appris, on sait ce qu'on veut. Et surtout, on sait ce qu'on ne veut pas. Nous avons trinqué. De retour à Lyon, j'ai reçu une autre lettre. Encore une fois, sans adresse d'expéditeur. Mais cette fois, l'écriture était différente. C'était celle de Véronique. « Madame Girard, je vous écris pour vous présenter mes excuses. Ce que nous avons fait, Sébastien et moi, était impardonnable. Nous avons été aveuglés par l'argent, par nos propres difficultés financières. Nous avons oublié l'essentiel, l'amour, le respect, la famille. Je ne vous demande pas de nous pardonner. Je vous demande juste de savoir que je regrette. Sincèrement. Véronique. » J'ai relu la lettre plusieurs fois. Les mots semblaient sincères, mais les mots ne suffisaient pas. Les actes comptaient plus que les mots. J'ai décidé de ne pas répondre. Pas encore. Peut-être un jour, mais pas maintenant. En avril 2024, j'ai vendu la maison d'Annecy. Non pas parce que j'y étais obligée, mais parce que je le voulais. Cette maison était remplie de souvenirs, certains beaux, d'autres douloureux. J'ai vendu à un jeune couple avec 2 enfants. Ils étaient heureux, pleins de projets. Ça m'a fait du bien de savoir que la maison allait revivre. Avec l'argent de la vente, j'ai aidé Claire à rénover sa maison à Marseille. Je lui ai aussi ouvert un compte d'épargne pour les études de Lucas et Emma. Le reste, je l'ai gardé pour moi, pour voyager, pour vivre. Mai 2024. J'avais 69 ans maintenant, presque 70, une vie derrière moi, mais aussi, je l'espérais, une vie devant moi. J'ai décidé de voyager, quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait. René et moi avions toujours parlé de voyager après la retraite, mais il était mort trop tôt. Et moi, j'avais passé les dernières années à m'occuper de la maison, des enfants, de la routine. J'ai commencé par l'Italie, Rome, Florence, Venise. J'ai marché dans les rues pavées, visité des musées, goûté des plats délicieux. J'ai même rencontré des gens, d'autres voyageurs, des locaux. J'ai ri,
discuter, partager des moments simples. Ensuite, l'Espagne, Barcelone, Séville, Madrid. Les couleurs, la musique, la chaleur. C'était vivifiant. À chaque voyage, je pensais à René. Je me disais qu'il aurait adoré. Mais je ne regrettais pas. Parce que je vivais pour nous deux, pour lui et pour moi. En juillet, je suis rentrée à Lyon. Mon appartement m'attendait, propre, lumineux, silencieux. J'ai ouvert les fenêtres. L'air frais d'été est entré. Ça sentait bon. Un matin, en août, j'ai reçu un appel inattendu. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Maman ?» C'était Sébastien. Ma gorge s'est serrée. « Sébastien ? Oui, c'est moi. Je sais que je n'ai pas le droit de t'appeler, mais il fallait que je te parle. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux m'excuser. Vraiment. Pas avec des mots sur du papier. Avec ma voix. Avec mon cœur. Sébastien. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je le sais. Mais je veux que tu saches que je regrette. Chaque jour. Chaque nuit. Je regrette de t'avoir fait du mal. De t'avoir trahi. De t'avoir menti. J'ai fermé les yeux. Les larmes sont venues. Pourquoi tu as fait ça, Sébastien ? Pourquoi ? Parce que j'étais stupide. Parce que j'avais des dettes. Parce que Véronique et moi, on était désespérés. Mais ce n'est pas une excuse. Rien ne justifie ce que j'ai fait. Tu as essayé de me voler, Sébastien, de me mettre dans une maison de retraite, de me faire passer pour folle. Je sais, et je ne peux pas effacer ça. Mais je peux te dire la vérité. Tu me manques, maman. Tu me manques terriblement. Silence. Long, pesant. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Sébastien. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de me laisser une chance. Un jour. Peut-être. Quand tu seras prête. Je verrai. Merci, maman. Nous avons raccroché. J'ai pleuré pendant 1 heure. Des pleurs de colère, de tristesse, mais aussi de soulagement. Parce qu'une partie de moi voulait encore croire en mon fils. Malgré tout. Les semaines ont passé. Septembre est arrivé. J'ai passé mon anniversaire avec Claire et sa famille. Nous avons ri, mangé, joué. Lucas et Emma ont chanté pour moi. C'était un moment parfait. Le soir, alors que nous regardions le coucher de soleil sur le port, Claire m'a demandé « Maman, tu as des projets pour l'année qui vient ?» Un seul, ai-je répondu. Continuer à vivre, pleinement, sans peur, sans regret. C'est un beau projet ? Oui. Et toi ? Moi, je veux être comme toi quand j'aurai ton âge. J'ai ri. Tu seras bien mieux que moi, ma chérie. Octobre 2024. Une nouvelle saison. J'avais maintenant 70 ans. Officiellement, une vieille dame. Mais je ne me sentais pas vieille. Je me sentais vivante, forte, libre. Un matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé Sébastien. Allô ? Sébastien, c'est maman. Maman, tout va bien ? Oui, je voulais te dire quelque chose. Quoi ? Je ne peux pas oublier ce que tu as fait, mais je peux essayer de pardonner. Pas pour toi, pour moi, parce que je ne veux pas vivre le reste de ma vie avec cette colère dans le cœur. Silence. Puis un sanglot. Merci, maman. Merci. Je ne sais pas si on pourra un jour être comme avant, mais on peut essayer de reconstruire quelque chose. Lentement. Je ferai tout pour ça. On verra. Nous avons raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. Lyon était belle sous le soleil d'automne. Et moi, j'étais en paix. Novembre 2024. 2 ans exactement depuis le début de cette histoire. 2 ans depuis cette soirée pluvieuse où j'avais entendu Sébastien et Véronique parler de moi comme si je n'existais pas. 2 ans de combat, de peur, de courage. Et maintenant, je regardais en arrière, non pas avec regret, mais avec fierté. J'avais survécu, j'avais combattu, et surtout, j'avais appris. Un après-midi, j'ai reçu la visite de Jean-Marc Perrin, l'enquêteur qui m'avait aidé. Il venait prendre de mes nouvelles. « Madame Girard, comment allez-vous ?»« Très bien, monsieur Perrin, grâce à vous. »« Non, grâce à vous. Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai rencontrée.
Je n'avais pas le choix. Si vous aviez le choix, vous auriez pu abandonner. Beaucoup le font. Mais vous vous êtes battu. Parce que je refusais d'être une victime. Et vous ne l'êtes pas. Vous êtes une survivante. Nous avons bu un thé ensemble. Il m'a raconté d'autres histoires, d'autres personnes qui l'avaient aidé. Des histoires tristes, mais aussi des histoires d'espoir. Quand il est parti, je me suis sentie reconnaissante. Reconnaissante pour toutes les personnes qui m'avaient soutenue. Maître Renaud, Jean-Marc Perrin, Claire, mes amis, tous m'avaient aidé à traverser cette épreuve. En décembre, j'ai organisé un déjeuner chez moi. J'ai invité Claire, Maître Renaud, Jean-Marc Perrin et quelques amis proches. Nous avons mangé, ri, partagé. C'était un moment de célébration, non pas de la fin d'une bataille, mais du début d'une nouvelle vie. À la fin du repas, Claire a levé son verre. Je voudrais porter un toast à ma mère, la femme la plus forte, la plus courageuse, la plus incroyable que je connaisse. Maman, tu es mon héroïne. Tout le monde a applaudi. J'ai senti les larmes monter. Merci, ma chérie. Merci à tous. Sans vous, je n'aurais jamais réussi. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je me suis assise dans le salon. J'ai pris le cahier bleu, celui qui contenait toutes mes notes, toutes mes preuves. Je l'ai feuilleté une dernière fois. Puis je l'ai rangé dans un tiroir. Je n'en avais plus besoin. Cette partie de ma vie était terminée. Les jours suivants, j'ai commencé à écrire. Écrire mon histoire. Pas pour la publier, juste pour moi, pour me souvenir, pour ne jamais oublier ce que j'avais vécu, ce que j'avais appris. J'ai écrit sur la trahison, sur la manipulation, mais aussi sur la résilience, sur la force qu'on trouve en soi quand on est dos au mur, sur l'importance de ne jamais abandonner. En janvier 2025, Sébastien et moi avons eu notre première vraie conversation depuis le procès. Nous nous sommes rencontrés dans un café neutre, au centre de Lyon. C'était tendu au début, mais petit à petit, les mots sont venus. « Maman, je veux que tu saches que j'ai changé. Véronique et moi, on a tout perdu. Mais on a aussi compris beaucoup de choses. L'argent ne fait pas le bonheur. La famille, oui. Sébastien, je ne peux pas effacer le passé, mais je peux essayer de construire un avenir, avec toi, si tu le veux vraiment. Je le veux, maman, plus que tout. Nous avons passé 2 heures ensemble, à parler, à écouter. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. En mars 2025, j'ai fêté mes 70 ans. Claire a organisé une grande fête à Marseille. Tous mes amis étaient là, mes petits-enfants, et même Sébastien. C'était étrange de le revoir dans un contexte familial, mais c'était aussi rassurant, parce que ça voulait dire que nous avancions. Ce soir-là, avant de souffler les bougies, j'ai pris la parole. Je veux remercier tout le monde d'être ici. Ces dernières années ont été difficiles, mais elles m'ont aussi appris quelque chose. On est plus fort qu'on ne le croit. Et on n'est jamais seul. Alors, merci. Merci d'être là. Merci de m'aimer. Tout le monde a applaudi. J'ai soufflé les bougies. J'ai fait un vœu simple. Continuer à vivre. Avec joie, avec force, avec amour. Aujourd'hui, en écrivant ces lignes, je suis en paix. Ma vie n'est pas parfaite, mais elle est mienne. Je suis libre, libre de mes choix, libre de mes décisions, libre de mon avenir. Et si je devais donner un conseil à toutes les personnes qui m'écoutent, ce serait celui-ci. Ne laissez jamais personne vous voler votre vie. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous êtes faible, incapable ou inutile. Vous êtes fort, vous êtes capable, et vous méritez le respect. Je m'appelle Pauline Girard, j'ai 70 ans, et ma vie commence maintenant. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, vous êtes plus fort que vous ne le pensez.